Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attention, on a du changement, on a de la nouveauté sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. On avait déjà eu un revirement de jurisprudence le 28 juin 2024 par rapport à la cohabitation et maintenant on a le texte légal, donc l'article 1242 alinéa 4 relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur qui a été modifié. On a une toute nouvelle version entrée en vigueur le 25 juin 2025, donc hier, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis très à cheval sur les actualités juridiques, c'est quand même la base, donc vous pouvez me faire entièrement confiance à ce propos. Alors, justement, par rapport à ce revirement de jurisprudence qui a eu lieu le 28 juin 2024, je voulais vous dire que les revirements de jurisprudence, ils sont d'application immédiate. Donc, en l'occurrence, par rapport au revirement de 2024, il faudra appliquer cette solution à toutes les hypothèses, y compris aux faits antérieurs au 28 juin 2024, donc antérieurs à l'arrêt de 2024. Il n'y a pas d'histoire d'application de la jurisprudence dans le temps, non. Alors on démarre avec l'article 1242 alinéa 4. Cet article, il dispose désormais, depuis le 25 juin 2025, que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Et avant, le texte disposait que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Alors, la conséquence, c'est que désormais, on a 5 conditions au lieu de 6 qui doivent être réunies pour pouvoir engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. On va voir tout ça ensemble. Alors, première condition, il faut un enfant mineur. L'enfant ne doit être ni majeur ni mineur émancipé, parce que le mineur émancipé, bah, il est considéré comme un majeur, donc cette situation n'est pas couverte par l'article 1242 alinéa 4. Et en effet, en vertu de l'article 371-1 du Code civil, dès que l'autorité parentale cesse, soit parce que l'enfant est majeur, soit parce qu'il est émancipé, la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 ne peut plus être mise en œuvre. Ensuite, deuxième condition, il faut un fait de l'enfant. Alors, il faut un fait, pas une faute de l'enfant, même pas une faute objective. Il faut un fait de l'enfant, un fait qui a causé un dommage. Je vous donne un exemple. C'est des parents qui partent avec leur enfant dans un pays exotique et malheureusement, pendant ce voyage, eh bien, on sait qu'il y a un virus local mortel et le temps d'incubation est de 1 mois. Et donc les parents reviennent avec leur enfant, ils rentrent de vacances et il se trouve que le petit contamine les autres enfants à la crèche. Et là, malheur, tous les enfants de la crèche meurent sauf lui. Alors on ne sait pas, hein, peut-être qu'il a un système immunitaire, particulier, mais en tout cas, tous les enfants de la crèche meurent sauf lui et les parents des enfants décédés, du coup, décident d'intenter une action à l'encontre de l'enfant, d'une part, pour faute et à l'encontre des, parents. Donc, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4. Est-ce que là, on peut considérer, par rapport à l'enfant, qu'il a commis une faute? Ben non, il n'y a pas de comportement illicite, donc on va pas pouvoir engager sa responsabilité personnelle. En revanche, on peut engager la responsabilité des parents. Pourquoi? Parce qu'un simple fait causal du dommage suffit. Vous voyez? Donc il n'y a pas besoin d'une faute de l'enfant. Donc vous voyez que, pour les parents, c'est quand même extrêmement large. Il n'y a pas besoin de faute de l'enfant pour engager la responsabilité des parents. Un simple fait causal suffit. Ensuite, troisième condition, il faut un dommage. Donc un dommage matériel, moral ou corporel, un dommage qui est direct, donc c'est-à-dire, conséquence directe du fait dommageable, un dommage certain, donc la réalisation du dommage, elle doit être certaine et non éventuelle, mais elle peut être future et les préjudices qui résultent du dommage doivent être légitimes. Ensuite, quatrième condition, il faut évidemment un lien de causalité entre le fait et le dommage. Sur ce point, la jurisprudence, elle a plutôt tendance, en tout cas en matière de responsabilité délictuelle du fait d'autrui, à retenir la théorie de la causalité adéquate, qui suppose donc d'établir que le dommage est la suite directe et nécessaire du fait
dommageable. En fait, il n'y a aucune définition précise relative au lien de causalité qui a été donnée par la jurisprudence, mais en fait, on constate que la théorie de l'équivalence des conditions, elle est retenue en cas de responsabilité pour faute et que la théorie de la causalité adéquate, elle est en quelque sorte privilégiée en cas de responsabilité objective. Donc, la responsabilité objective, vous savez ce que c'est, hein, elle s'oppose à la responsabilité pour faute. C'est une responsabilité sans faute, d'accord? Elle est aussi également appelée responsabilité de plein droit. Donc, en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, il faut retenir la théorie de la causalité adéquate. Donc ça veut dire qu'il va falloir rechercher la cause déterminante qui a conduit au dommage parmi toutes les causes possibles. Le juge doit identifier l'acte sans lequel le dommage n'aurait pas eu lieu. Ensuite, cinquième condition, c'est l'autorité parentale. Alors attention, hein, avoir la garde ou pas de l'enfant, ça n'a rien à voir avec l'autorité parentale. Vous pouvez très bien n'avoir qu'un droit de visite et d'hébergement, même aucun droit de visite et d'hébergement, même ne pas voir votre enfant du tout. Si le juge ne vous retire pas l'autorité parentale, vous êtes titulaire de l'autorité parentale et vous exercez l'autorité parentale. Alors par rapport à cette condition d'autorité parentale, il va falloir distinguer selon que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint ou pas, donc unilatéral. Le principe, c'est que voilà, l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, quelle que soit la situation des parents, mariés, divorcés, conjoints, pas mariés, séparés. Donc quel que soit l'état de la relation des parents. Le principe, c'est l'exercice conjoint. Dans ce cas, les parents sont solidairement responsables du fait de leur enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir obtenir la condamnation de l'un et de l'autre. Donc je réitère, le principe c'est que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale, article 1371-1 du Code civil. Donc même si les parents sont divorcés, pas mariés, séparés, etc., ils sont solidairement responsables du fait de leur enfant. Par rapport à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, on a deux cas qui sont quand même assez rares. Le premier cas, c'est en cas d'impossibilité de l'exercice de l'autorité parentale par l'un des parents, notamment en raison, par exemple, de son incapacité. Bon, bah, voilà, hein, il y a un parent qui est devenu incapable, donc il ne peut plus exercer l'autorité parentale. Donc évidemment, à ce moment-là, il y a qu'un seul des parents qui va pouvoir exercer l'autorité parentale. 2e cas, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Vous voyez, par exemple, si jamais, je sais pas, le père ou la mère, hein, apprend à son enfant à voler, apprend à son enfant à taper, à voler, voilà, des petites mamies dans la rue. Bon bref, vous voyez bien que ça, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant que le père ou la mère, hein, exerce l'autorité parentale. Donc on va retirer l'autorité parentale au père ou à la mère. Le parent titulaire de l'autorité parentale est donc ici seul responsable, hein, du coup, puisque l'autre en a été déchu dans ce cas. Alors, on a eu une condition qui a été longtemps exigée et qui ne l'est plus. Et donc, finalement, en plus de toutes ces conditions, donc, que je vous ai citées là jusqu'à maintenant, on exigeait que l'enfant cohabite avec les parents. Et donc je vous ai dit que tout ça avait été modifié. Avant, l'enfant, il devait cohabiter avec ses parents selon l'article 1242 alinéa 4 et puis on a, voilà, cette notion qui a évolué avec le temps. Donc je vais retracer avec vous rapidement comment, les choses se sont passées. À l'origine, au départ, on retenait une conception matérielle de la cohabitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait retenir la responsabilité, des parents que dans la mesure où l'enfant cohabitait effectivement avec eux. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que voilà, par exemple, si jamais l'enfant, il avait été confié, pendant les grandes vacances aux grands-parents et que l'enfant commettait à ce moment-là, pendant qu'il était en vacances avec les grands-parents, eh bien, s'il commettait un dommage, on ne pouvait pas engager la responsabilité des parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne cohabitaient pas effectivement avec l'enfant au moment du dommage. D'accord? Ensuite, voilà, on a eu une autre conception, mais vous vous rendez bien compte que cette conception matérielle, elle n'était pas à l'avantage de la victime. Et puis voilà, une autre conception, dans les années 2000, la jurisprudence, elle a substitué à une conception matérielle de la cohabitation une conception juridique. C'est quoi la conception juridique de la cohabitation? C'est la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux. En fait, la jurisprudence, elle considérait que cette condition de cohabitation incombait aux parents chez lesquels la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée.
et on a un arrêt, rendu par la 2e chambre civile, un arrêt rendu le 20 juin 2000 à ce propos. Donc, c'est la résidence de droit, finalement, qui entraînait la cohabitation. Donc, pour reprendre notre exemple de l'enfant et les grands-parents, si l'enfant, il était confié aux grands-parents pendant les vacances et que, voilà, il commettait un dommage à ce moment-là, bah, il y avait aucun problème, du coup, pour engager la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil. Mais, là encore, cette conception juridique, elle était pas satisfaisante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait des cas où les parents étaient séparés, d'accord? Donc la résidence habituelle de l'enfant était fixée, chez l'un d'eux, enfin chez le père ou chez la mère. Et donc ça donnait des situations très compliquées parce que voilà, imaginons si la résidence, elle est fixée chez la mère et que l'enfant commette un dommage pendant le droit de visite et d'hébergement du père. Par exemple, voilà, il a l'enfant tous les week-ends et pendant un week-end, il fait une bêtise, il commet un dommage. Eh bien, dans ce cas, la mère, elle était responsable, mais pas le père, parce que chez le père, c'était pas la résidence habituelle de l'enfant. Donc, lorsque les parents, ils étaient séparés, la jurisprudence, elle estimait que celui qui ne bénéficiait que d'un droit de visite et d'hébergement ne pouvait pas engager sa responsabilité sur le fondement donc de l'article 1242 alinéa 4. Et ça, on a eu plusieurs jurisprudences à ce propos. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait engager la responsabilité du père seulement en cas de faute, mais comme n'importe qui finalement. Par exemple, voilà, une faute de surveillance. Donc il fallait une faute et ça allait du coup, enfin ça donnait des situations franchement assez, catastrophiques. Donc du coup, on a eu cet arrêt rendu par l'assemblée plénière le 28 juin 2024 et la Cour de cassation, elle a modifié la définition de la cohabitation. Et donc, pour la Cour de cassation, la notion de cohabitation, c'est tout simplement la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ça veut dire que la cohabitation, maintenant, on s'en fiche entre guillemets. Tout est fondé sur l'exercice ou non de l'autorité parentale. Donc, pour être plus clair, la cohabitation, aujourd'hui, c'est l'autorité parentale. Vous êtes considéré comme cohabitant avec l'enfant, même si vous l'avez jamais vu de votre vie. Si vous avez l'autorité parentale, vous cohabitez. D'accord? Donc, voilà. Et avant ce revirement de jurisprudence, avant la loi, bah, la situation c'était quoi? C'était tout simplement que si jamais la résidence habituelle de l'enfant, elle était fixée chez la mère, ben, seule la mère cohabitait avec l'enfant. D'accord? Donc voilà, la Cour de cassation, elle a opéré ce revirement de jurisprudence en 2024 et donc elle a décidé que la cohabitation devait désormais s'interpréter comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Donc, si les parents sont tous les 2 titulaires de l'autorité parentale, ben, tous les 2 doivent être considérés comme cohabitants avec l'enfant. Sauf évidemment à ce qu'une décision administrative ou judiciaire ait confié l'enfant à un tiers, donc voilà. Mais, tout ça, du coup, est plutôt juste. On est revenu à quelque chose de plus juste et j'espère que ça vous aura éclairé sur, l'arrêt et puis sur les changements, hein, tout simplement qui ont eu lieu par rapport à la responsabilité du fait des parents de leur enfant mineur. Voilà, je vous souhaite une belle réussite. À bientôt.